Que dire ce matin? Parlons de Marine Le Pen, puisque le procès de Marine Le Pen du RN et de 11 autres prévenus s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris. Mathieu Devez. Le 31 mars dernier, Marine Le Pen quitte la salle d'audience avant même la fin de la lecture complète du jugement. Aujourd'hui, les cartes sont rebattues. La patronne des députés du Rassemblement national pourra-t-elle se présenter à l'élection présidentielle de 2027? C'est l'enjeu central de son procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Ce serait un scandale qu'une candidate portée par les électeurs ne puisse pas être candidate à une élection présidentielle parce que 3 juges, 2 peut-être, l'auraient décidé. Ce serait un affront judiciaire fait à la souveraineté populaire. Marine Le Pen a été condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménageables, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. La route de 2027 lui est donc pour l'instant barrée. Elle dénonce un coup politique des magistrats. Ce n'est pas une décision de justice, c'est une décision politique. Mais selon l'avocat du Parlement européen, cette procédure a été accélérée en raison du calendrier politique et de l'échéance présidentielle de 2027. On a créé un sort procédural très spécifique pour Marine Le Pen, puisque les délais d'audiencement sont entre 2 et 3 ans. Ils ont voulu accélérer. Marine Le Pen comparée jusqu'au 12 février. La Cour d'appel devrait rendre sa décision cet été. Si sa peine est confirmée, Marine Le Pen a affirmé qu'elle n'attendrait pas une éventuelle décision de la Cour de cassation, laissant la voie libre à une candidature de Jordan Bardella. Et Marine Le Pen, c'était hier les vœux de Jordan Bardella à la presse, elle a pris la parole. Quelle que soit la situation, je l'ai d'ores et déjà dit, cet été, c'est-à-dire au moment où la Cour d'appel rendra sa décision, c'est là que se décidera ma présence ou mon absence à l'élection présidentielle, car quel que soit le niveau d'accélération de la Cour de cassation, vous comprenez bien qu'en septembre, le Rassemblement national doit pouvoir être représenté à l'Assemblée nationale et la campagne doit démarrer, quel que soit ce candidat. Parole de Jean-Philippe Tanguy que je vous propose de voir puisque le temps de parole nous interdit d'écouter, de voir Monsieur Tanguy donc à l'antenne. Vous allez découvrir, et je vais le lire pour les auditeurs d'Europe 1. Je sais qu'elle est innocente, a dit Jean-Philippe Tanguy. J'ai particulièrement confiance en elle, c'est ma conviction. J'ai toujours pensé que c'était une non-affaire. Et Patrick Maisonneuve, qui est l'avocat du Parlement européen, était ce matin sur l'antenne d'RTL et je vous propose de l'écouter. Un détournement de fonds publics, c'est-à-dire l'argent du contribuable européen, et notamment d'ailleurs du contribuable français, de 4,5 millions à peu près d'euros, n'est pas une non-affaire. C'est une vraie affaire, et d'ailleurs le tribunal a estimé que c'était une vraie affaire, puisque c'est peine d'emprisonnement, même si elle bracelet, c'est quand même peine d'emprisonnement, et s'il y a une éligibilité sur 5 ans. Donc il fait son job, Patrick Maisonneuve. Bon, et je le comprends, mais ces éléments de langage demande d'être affiné. Oui. De dire 4,5 millions d'argent public détourné, t'as l'impression que le Rassemblement national a pris de l'argent dans la caisse et l'a mis dans sa poche. C'est pas ça du tout. C'est-à-dire qu'il y a des assistants parlementaires qui étaient payés par Bruxelles et le Parlement européen, et on leur reproche d'avoir aussi travaillé pour le Rassemblement national. C'est pas exactement la même chose, parce qu'il y a évidemment des zones grises là-dedans, et ces affaires ont 15 ans. Donc je veux bien qu'on remette toute une élection présidentielle pour une affaire de 15 ans, qui me paraît effectivement, mais je dirais la même chose pour... C'était François Bayrou. Je ne pense pas que c'est ce qui doit mettre en péril une démocratie. Non, mais c'est pas ça le vrai sujet en réalité. Moi, j'aimerais rappeler une chose simple ce matin, c'est que la révolte des nations contre leur mort annoncée constitue un des déterminants principaux de la vie politique partout en Occident, et qu'on n'arrête pas une lame de fond populaire par une décision de justice. Ça n'a pas marché aux États-Unis avec Trump, et ça ne marchera pas en France, et ça marchera encore moins que cette décision, elle n'est pas fondée en droit, et des gens comme Schottel, comme Noël Lenoir le rappellent très bien, elle est uniquement fondée en morale. En fait, à travers ce procès, on veut abattre dans le prétoire une personne qu'on ne peut plus vaincre dans l'isoloir, et peut-être que ça paiera à très court terme si Marine Le Pen ne peut pas être candidate à l'élection présidentielle, mais ça ne paiera pas à moyen terme, car il y a d'autres candidats qui peut-être sont aussi bien placés, voire légèrement mieux placés. Jordan Bardella, il faut voir le potentiel électoral qu'il a, il faut rappeler qu'il est la 4e personnalité préférée des Français,
Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'à moyen terme, l'image de la justice n'en sortira pas grandie. Il y a déjà 65% des Français qui la trouvent partielle. Il est 9h23 et on essaye de respecter les horaires. C'est une des résolutions de l'année 2026. On termine et on poursuit plus exactement le dossier de Marine Le Pen. On sait que le procès de Marine Le Pen du RN et de 11 autres prévenus s'ouvre aujourd'hui devant la Cour d'appel de Paris. On a entendu Patrick Maisonneuve, qui est l'avocat du Parlement européen. Je vous propose de l'écouter une deuxième fois. La loi, elle est votée par les parlementaires. La peine d'inéligibilité, c'est pas les juges qui l'ont inventée. C'est la loi qui est votée par les parlementaires. Si les parlementaires ne veulent pas qu'il y ait de risque de peine complémentaire en cas d'infraction, eh bien, ils votent une loi qui supprime la peine complémentaire d'inéligibilité. Qu'ils le fassent, qu'ils prennent leurs responsabilités. Le problème de l'exécution provisoire, outre le fait que lorsqu'on conteste, est-ce qu'il n'y a pas, au niveau de la présomption d'innocence, une problématique par rapport à cette notion-là. Ça, vous reconnaissez qu'elle est problématique. Et puis, il y avait un deuxième sujet, qui est que les délais d'appel sont, à Paris notamment, sont tellement longs que finalement, lorsque vous arrivez en appel, vous avez pratiquement exécuté votre peine. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, mais il y a eu un sort particulier qui a été réservé. Et donc l'exécution provisoire. Charlotte Dornelas, le sentiment que beaucoup ont, c'est que la droite n'est pas traitée comme la gauche. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, le procès n'arrive pas ou l'enquête n'arrive pas. L'enquête est en cours. François Bayrou, pour les mêmes faits, il a été mis en... Attention, parce que le parquet a fait appel. Le parquet a fait appel, mais on attend toujours. Il a fait appel. Oui, mais bon, l'enjeu n'est pas le même. En février 2024, pardon. Il a peu de chance d'être élu en 2024. Oui, mais l'enjeu n'est pas le même. Non, bien Et sûr. en fait, le problème, c'est que la politisation de la justice, elle est à double sens. C'est-à-dire que quand les affaires concernent des hommes politiques, il y a aussi une politisation du discours sur la justice. C'est indiscutable. On réagit tous en fonction de la personne qui est jugée, de ce que l'on en pense, de la sympathie ou du soutien que l'on estime réel dans la population. C'est le cas pour Marine Le Pen, ça a été le cas dans toutes les affaires politiques. Et d'ailleurs, même les hommes politiques eux-mêmes réagissent en fonction soit de la personne qui est jugée, soit de l'affaire qu'ils ont en cours. Donc c'est problématique aussi de voir ce discours-là sur la justice, parce qu'on n'arrive pas à discerner. Le problème qu'il y a dans le cas de Marine Le Pen, c'est qu'il y a une loi qui s'applique, qui est que vous n'avez pas le droit d'utiliser des personnes payées par le Parlement européen pour travailler en France, et qu'il y a une part de l'échiquier politique, dont fait partie le Rassemblement national, qui conteste la légitimité de cette loi. Et donc, au milieu, vous avez une justice qui passe, et c'est ce que dit Maître Maisonneuve, avec des parlementaires. Et moi, je pense que le sujet premier de toutes ces affaires, ce sont les hommes politiques qui, depuis des années, nous endorment, nous, Français, en nous expliquant, bon, alors là, le pouvoir, on l'a filé à Bruxelles, ici, on l'a filé à je sais pas qui, là, on peut plus rien faire, mais là, par contre, on est transparent. D'ailleurs, la preuve, on a revoté une loi ce matin qui explique qu'on sera inéligible si on bouge le petit doigt, que ici, on ne pourra pas se présenter, etc. Ils ont accumulé des lois. Or, ces textes existent et ensuite, ils viennent hurler à l'interprétation du juge. Mais c'est compliqué, en fait. Donc, il ferait mieux de se dire que les Français attendent d'eux qu'ils soient efficaces. Mais là, c'est 20 ans de dérive, à mon avis, de la conception même du politique en France. Il y a une chose quand même qu'on peut dire aussi, c'est que qu'il s'agisse du MoDem, de la France Insoumise ou du Rassemblement National, ce sont des formations qui, à un moment donné, on a essayé de couper le financement. Et il a bien fallu trouver des personnes, il faut le souligner, parce que je suis désolé, c'est pas le PS avec Urba, d'accord ? C'est pas LR avec les caisses de certains nombre de personnes du patronat, et eux, ils n'avaient jamais aucun problème. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si une force politique nouvelle essayait d'émerger, aussitôt on coupait les robinets financiers. Et ça, on en a la conséquence aujourd'hui. Bon, Jordan Bardella, qui a donné ses vœux hier, Olivier de Lagarde, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, si je peux donner mon avis sur le sujet. Moi, j'ai un problème avec la question de l'inéligibilité. Parce que je me dis que, dans le fond, qu'est-ce que ça signifie, l'inéligibilité ? Que des juges vont décider que quelqu'un ne peut pas se présenter à une élection, comme si c'était un privilège de se présenter à une élection. Olivier, c'est pas les juges. Mais oui. C'est pas les juges. Mais c'est les juges. Non, ben, c'est la loi. Non, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. C'est les parlementaires. Alors, je reprends, j'ai un problème avec la loi. Mais c'est les parlementaires. Mais j'ai un problème avec cette loi. Mais c'est ce que vient de dire Charlotte. L'important, c'est d'être transparent. Oui. En fait, on en crève. C'est-à-dire que la haute autorité de la transparence... On laisse les électeurs décider de la gravité des faits qui sont reprochés à un élu. Mais ils sont tout à fait responsables de savoir s'ils décident de voter pour lui ou s'ils décident de le sanctionner, de ne pas voter pour lui, parce qu'ils estiment que ce qu'il a fait, c'est... Les députés du Rassemblement National eux-mêmes ont voté cette loi. Oui, mais c'est des endroits. Mais ce que vous voulez que je vous dise,
Voilà, moi je trouve que vous avez dit le mot. C'est une façon de déresponsabiliser le citoyen. En réalité, le bon modèle... Vous avez dit un vieux mot qu'on n'emploie plus aujourd'hui, andouille. Oui. C'est une andouille. Plus personne ne parle comme ça. Alors vraiment une andouille. Je l'ai trouvé sur Vinted. L'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait il est dégourdi. Pareil, c'est des mots qu'on n'entend plus. C'était des mots de nos grands-parents. J'ai un dictionnaire des mots oubliés. Ah bah non, mais là, de dire que quelqu'un c'est une andouille, ça, plus personne ne parle comme ça. Le bon modèle, en réalité, c'est le modèle suisse. En Suisse, on a interdit les peines d'inéligibilité en 2007. On gagnerait à faire pareil en France, puisque rien ne prime la souveraineté populaire. Vous avez raison, là, et je pense qu'il y a consensus. Quoi, il y a consensus. Ceux qui nous écoutent, ils veulent qu'on lave parfois plus blanc que blanc, hein, de temps en temps. Il y a eu beaucoup de démagogie de la part des politiciens. Surtout. Bon, Jordan Bardella. Si vous proposez demain à l'Assemblée pour interdire l'inéligibilité, je ne suis pas sûr que vous ayez une majorité. Oui, bon, Thomas Bonnet, mais c'est vrai que la haute autorité de la transparence, en fait, tout ça, cette morale à dessous, elle a mis en péril, paradoxalement... Surtout, elle a une conséquence qui est grave, c'est de faire peser sur la justice, et ce dont on parlait initialement, un soupçon de partialité permanent, en particulier sur les affaires politiques. Et la deuxième chose, c'est que la classe politique finit par concevoir la justice en fonction de ce qu'elle risque, elle, la classe politique. Et là, c'est aussi un grave problème, parce que quand on se déplace sur la délinquance et la criminalité ordinaire, on finit par se poser en permanence la question du renforcement des droits de la défense, qui sont pensés par un politique qui se sent menacé par la justice. Donc toutes les conséquences sont assez catastrophiques. Bon, Jordan Bardella, hier, à la presse, il a répondu à l'émission Complément d'enquête qui avait mis en avant Steve Bannon. Alors, Complément d'enquête était très content parce qu'il y avait quelqu'un qui tapait sur le Rassemblement national et sur Jordan Bardella. Simplement, Steve Bannon, effectivement, c'est un drôle de personnalité, disons-le. Et là, le complément d'enquête, service public, ils en ont rien à faire. L'important, c'est de taper sur le Rassemblement national. Donc, il a eu raison, Bardella, parce qu'il répond. Et en fait, il faut répondre au service public. Parce que ça va être un des enjeux de cette campagne électorale. Le service public, comment il va traiter. Par exemple, il y a une phrase qui m'amuse toujours, que j'entends souvent. Ça fait le jeu du Rassemblement national, disent des éditorialistes. Mais ça veut dire quoi, cette phrase ? C'est-à-dire que vous faites le jeu du Rassemblement national, c'est assez amusant. C'est le jeu de l'EFI. C'est déjà une prise Si ça fait le jeu, ça veut dire qu'ils ont raison. Oui, je comprends bien. Oui, c'est la réalité. Quand vous faites le jeu de quelqu'un en disant quelque chose. Eux, ils font le jeu du RN, si on prend l'expression, en faisant. Je pense que tous les journalistes, effectivement, tout ce qu'ils font contre le RN est contre-productif. Ça, c'est ma conviction depuis bien longtemps. Écoutez Jordan Bardella hier. Je suis extrêmement étonné que le service public donne du crédit aux arguments complètement loufoques d'un monsieur qui, lorsqu'il prend la parole sur une scène aux États-Unis, fait des saluts nazis. Et je m'étonne que ce monsieur soit un interlocuteur crédible pour complément d'enquête. Puisque c'est l'émission Complément d'enquête qui a donné la parole à M. Bannon. Je m'étonne de ces pratiques qui, je crois, renforcent les doutes que peuvent exprimer les Français quant à la partialité du service public, et notamment de complément d'enquête. Peut-être en 2026, faudrait-il souhaiter un complément d'enquête sur les méthodes de complément d'enquête. Et quant à M. Bannon... on parlait tout à l'heure de la doctrine Monroe, lui c'est plutôt la doctrine Poivreau, vous voyez. Donc là, ça a été clair. Et puis il a répondu également à Mediapart. Il y avait une jeune femme qui était là, qui lui a demandé « Est-ce que vous avez l'étoffe ?» C'est assez drôle d'ailleurs comme question. Est-ce que vous avez l'étoffe ? C'est le genre de question qu'on ne pose pas par exemple à M. Glucksmann. On ne lui demande pas s'il a l'étoffe. Bon. Ouais. Et là encore, je pense que c'est contre-productif parce que ça agace évidemment le public qui décode. Il est intelligent, le public. Écoutez cet échange. Est-ce que vous avez l'étoffe, vous, Monsieur Jordan Bardella, pour 2027 ? Madame, pardon, mais ça, c'est les Français qui jugeront qui a l'étoffe d'être Premier ministre, qui a l'étoffe d'être maire, qui a l'étoffe d'être parlementaire, qui a l'étoffe d'être présidente de la République. Ça, c'est les Français qui jugeront. Mais je m'étonne effectivement de voir un certain nombre de responsables politiques faire comme s'ils n'avaient aucune responsabilité dans la situation actuelle. Et je pense que les Français jugeront très sévèrement, ce qui relève, me concernant bien souvent, d'un mépris de classe et d'un mépris social. Oui, de la part de gens qui considèrent que parce qu'on n'a pas fait les grandes écoles,
on ne devrait pas pouvoir exercer des responsabilités ou être à la tête d'un gouvernement. Il y a beaucoup de Français dans notre pays qui n'ont pas fait l'ENA et qui ont réussi, vous voyez, qui sont peut-être de grands journalistes, qui sont de grands chefs d'entreprise, qui sont des gens qui ont réussi et qui n'ont pas fait l'ENA. Bon. Le moins qu'on puisse dire est qu'encore une fois, le bilan des gens qui se sont partagés le pouvoir depuis 30 ans n'est pas fameux. Donc ce sont les Français qui jugeront. Ce qui est amusant dans l'espace médiatique, c'est que quand Marine Le Pen était en première position, tout l'espace médiatique construisait un récit autour de Bardella pour dire qu'il était plutôt plus intéressant, plutôt plus libéral, plutôt moins sectaire ou moins à droite, etc. Et depuis que Jordan Bardella est en pôle position, cet même espace médiatique a construit un récit complètement différent pour dire qu'il est trop jeune et incompétent. Divisé pour Murine. Bon, non mais ça m'amuse beaucoup parce qu'avant, il y avait une volonté de mettre entre Marine Le Pen et Jordan Bardella la division, de l'instaurer. D'une certaine manière, et aujourd'hui, maintenant, c'est Bardella qui est la cible. Ouais, et alors, il y a une autre réponse qui a attiré mon attention hier, toujours à la journaliste de Mediapart. Il répond à Mediapart en disant que Edoui Plenel, en rappelant qu'Edoui Plenel, en 1972, a signé le texte qu'on en connaît, sur Septembre Noir, etc. Et l'affaire Baudis, c'est... Donc il rappelle un peu le pédigré de Mediapart, qui a aussi employé Guillaume Meurice, qui a travaillé au théâtre de la Main d'Or de Dieudonné, etc. Et alors là, je suis tombé sur le tweet d'un journaliste de Mediapart qui explique que Edoui Plenel, d'une part, n'est plus le président de Mediapart, ce qui est vrai, depuis 2024, et surtout qu'il est revenu sur ses déclarations et que finalement ce serait oublié. Mais c'est drôle, parce que quand c'est le RN, on va toujours leur chercher leurs origines de la fondation du parti, et pour Mediapart, en revanche, il faudrait passer vite à autre chose. Vous voyez, ce deux poids, deux mesures, je trouve que c'est sidérant. Edoui Plenel, c'est Tartuffe. C'est notre Tartuffe national. Voilà. Et il ne devrait même plus avoir le droit de citer après la manière dont ils sont comportés journalistiquement, et je pense notamment à l'affaire Baudis et d'autres affaires. Malgré cela, il bénit... Comment ? Oui, plein d'autres affaires. Le faux financement de Pierre Mauroy, découvert une page entière dans Le Monde, sur les traces de Christophe Colomb, vu par Edoui Plenel. Bon, et il bénéficie, c'est le privilège rouge. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est le privilège... Bon. Et alors, hier, on l'a écouté, on va le réécouter de nouveau. François Hollande, qui a eu un quinquennat tellement brillant qu'il n'a pas pu se représenter, quand même formidable. Eh bien, malgré ça, donc c'est un incompétent au moins dans ce quinquennat. Lui-même a jugé qu'il était incompétent puisqu'il ne s'est pas représenté. C'est lui-même. Bon, eh bien, malgré ça, il trouve que M. Bardella, qui lui n'a pas été au pouvoir, est incompétent. Son incompétence est assez reconnue, mais elle est moins reconnue que celle de François Hollande ou plus ? Non, mais c'est surtout... Reconnue par qui ? Et reconnue par qui ? Par François Hollande et ses amis ? Oui, mais c'est toujours, vous savez, même dans les papiers, il y a toujours un tel classé à l'extrême droite. J'aimerais bien savoir qui est le classeur, en fait. Mais vraiment, tout le temps, c'est classé, étiqueté A, il est dit ceci, mais par qui ? On ne sait jamais. Mais surtout dans la phrase de François Hollande, si je puis me permettre, c'est vraiment... Charlotte Dornelas. Il y a tout dans la même phrase. C'est-à-dire qu'il s'est dit, allez, tiens, tous les réflexes d'un coup. C'est-à-dire qu'au début, c'est ceux qui trouvent sympathique Jordan Bardella ignorent l'histoire du parti. On refait l'histoire du PS serait intéressant aussi, mais ça on n'y a jamais droit. Donc l'histoire, ensuite les thèses. Donc c'est plus l'histoire, c'est les thèses du Rassemblement national. Et à la fin, il est incompétent. Moi, il faut choisir au bout d'un moment, parce que soit il y a une histoire et des thèses qui sont inquiétantes, soit il y a une incompétence et donc il n'y a pas de thèse solide. Soit, bon, voilà, on sent que c'est une phrase de réflexe. Moi, ça me rappelle un peu la morgue. Olivier de Lagarde. Au moment, alors ça remonte un peu loin, mais au moment de l'élection de Ronald Reagan. La même presse disait, mais vous vous rendez compte, cet acteur de série B, c'est un incompétent, c'est un incapable. Et puis finalement, 40 ans plus tard, on dit que c'était un des plus grands présidents américains. Ce que j'aime dans cette intervention, c'est qu'il arrive en même temps, là pour le coup chapeau, à tacler Emmanuel Macron. Oui. Parce qu'il parle évidemment de la jeunesse, de l'incompétence, de tout, de la dépolitisation. Mais donc, et de Raphaël Glucksmann, je pense, au passage. Il y a un double message qui est... Peut-être même triple. Oui. Voilà. Hier, je lui ai proposé de venir à François Hollande, mais il ne viendra jamais. C'est dommage, parce que ça serait intéressant qu'il vienne avec Charlotte Dornelas. J'aimerais beaucoup que François Hollande donne sa définition de la notion d'extrême droite. Le seul critère qui est systématiquement retenu, c'est celui de la préférence nationale. Préférence nationale que les socialistes défendaient sous la 3e et la 4e République, mais ils sont oubliés de cette histoire-là. Bon. Et ils se servent d'une notion qui ne sert pas à décrire, mais qui sert uniquement à décrier. Et c'est vrai que la manière dont les journalistes parlent aux représentants du Front National, là, alors je ne vais pas citer le présentateur, mais manifestement, Jean-Philippe Tanguy, ce matin, a été interrogé. Et il y a beaucoup de gens qui ont été surpris par le ton de l'interview sur une radio concurrente de celui qui l'interrogeait. Bon, c'est ainsi, mais on le sait. L'important pour les journalistes, comprenez bien cela, l'important pour les journalistes, c'est de montrer à toute
toute leur communauté de journalistes, mais aussi des artistes, des essayistes, des romanciers, de l'espace médiatique. Je ne mange pas de ce pain-là. Je me bats. Oui, c'est ça. Je me bats, je suis un résistant. Mais ils se battent pas. Donc quand j'accueille un représentant du Rassemblement national, je suis une sorte de Jean Moulin du micro. Voilà, c'est ça leur état d'esprit. C'est ce que exactement. Ils sont tellement stupides. Ça pourrait être ils sont stupide. tellement stupides qu'ils n'ont toujours pas compris, depuis des décennies, que le meilleur moyen de mettre en difficulté, s'ils voulaient mettre en difficulté le Rassemblement national, c'est de l'interroger comme les autres partis. Et il y en a qu'une qui fait ça très bien. Vous savez qui fait ça très bien? Elle a compris, c'est Léa. Oui. Léa Salamé, c'est vrai. Elle interroge aujourd'hui, elle est neutre. C'est juste. Elle a une neutralité volontaire en plus, et elle ne joue pas au plus malin. Voilà. Et voilà, plus maline. Mais bon, je pense que c'est en plus contre-productif, mais bon, c'est pas grave. On pensait que le drame de ces milieux qui font l'opinion était l'idéologie. Mais ils font pas l'opinion. Mais ils font l'opinion de rien du tout. Ça fait 50 ans qu'ils. Oui. Enfin, vous Charlotte. Avez vu où on en est, ils ont bien réussi, moi je trouve. Si. Mais ils font l'opinion de quoi? Ils font l'opinion, ça marche pas. Si, quand vous êtes à la tête de toutes les institutions, que vous avez la main sur les programmes de l'éducation nationale, si, ils ont bien réussi. Dans un entre-deux-tours d'une présidentielle, ça. Bon, c'est ce que Samuel, en une phrase, c'est ce que Samuel Pitt a très bien décrit, c'est qu'on fait primer la rationalité sociale sur la rationalité épistémique, c'est-à-dire que le qu'en dira-t-on, la réputation de son propre milieu prime la vérité elle-même et le réel. The Economist se paye Emmanuel Macron. Le titre du dernier éditorial du journal The Economist critique vigoureusement la situation politique et financière de la France. Alors, ce qui est terrible, c'est que plus tu avances, plus le déni est grand, ce qui est normal d'ailleurs. Là, tu es à un niveau de déni de la présidence aujourd'hui qui est... Alors, ça s'appelle Ann Hunter Merd Show, un véritable spectacle de merde. Donc, c'est The Economist, hein, c'est pas moi. Non, mais c'est pas nous, hein. Bon, Emmanuel Macron est un canard boiteux chez lui, vu favorablement par moins de 20% des Français. Sur l'approche hautaine et distante à précipiter le pays dans l'ornière. Emmanuel Macron a bêtement choisi de convoquer des élections législatives après les européennes. Bon, alors... Ça est juste. Alors après, il faut quand même préciser que dans le même édito, tout le monde en reprend pour son grade, la gauche, la droite, les LFI... Même Moi, ce qui m'a intéressé, et en préparant ce matin un papier sur ce sujet, c'est un peu comme le syndrome du livre Néron à l'Élysée dont vous avez parlé ces jours, c'est que The Economist en 2017 avait fait une avec Emmanuel Macron qui marchait sur l'eau en disant le sauveur de l'Europe. Et voilà, 8 ans plus tard, il y a cet édito où on nous parle de spectacle de merde. Mais Thomas, il a incarné, Emmanuel Macron, un espoir, et c'est pour ça que le gâchis... D'abord, beaucoup de gens ont le sentiment que c'est un gâchis, parce que les choses auraient pu être différentes. Bon, après, voilà. Ça, c'est le sentiment. Mais c'est des gens qui n'ont même pas lu son livre, qui ne l'ont pas écouté. Son livre était vraiment d'un vide. Oui, mais au-delà du vide, il y a... En fait, il a soulevé un espoir. Oui, il y avait un espoir de réformer. Par exemple, l'idée qu'avait eu Giscard d'ailleurs, de rassembler tous les camps et de faire 2 Français sur 3 et de prendre à droite et à gauche les meilleurs, n'est pas une sotte idée en soi. C'était pas une sotte idée. Oui. Maintenant, il lui fallu un peu de conviction, il lui fallu un peu de détermination, il lui a fallu un peu de volonté, et manifestement, elle n'était pas au rendez-vous. Il faudrait en France qu'on arrête avec cette manie de rechercher en permanence avec une lanterne l'homme providentiel. Mais pourquoi ? Ça existe, les hommes providentiels. C'est un vrai problème en France. Bah oui, mais c'est un vrai problème. Mais chercher, parce que cet homme providentiel, on n'accepte pas qu'il y ait des personnes remarquables qui puissent accéder, et des remarquables ministres de l'Éducation nationale, des ministres du Travail, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après, on se retourne et on se dit, bah tiens, il n'y a plus de personnel politique comme avant. Bah oui. Bon,